Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo 2. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un problème qui a toujours existé par le passé, qui existe toujours dans le présent et qui existera toujours dans le futur. Vous avez entendu parler de l'attaque turque sur le territoire nord-syrien, frontalier avec la Turquie, tout simplement pour bouter les Kurdes de la frontière turque. Alors, pourquoi revenons en arrière, 2014, guerre en Syrie, la plupart des pays européens et les Américains ne veulent pas intervenir directement dans ce conflit, parce que ça serait trop afficher l'intérêt de déboulonner Bachar el-Assad pour installer un gouvernement fantoche, un peu ce qui s'est passé d'ailleurs en Irak. Donc on a tout simplement utilisé des marionnettes sous le prétexte de la lutte contre l'État islamique. L'État islamique qui s'était répandu à la fois en Syrie et en Irak pour évidemment installer le fameux califat. On ne va pas revenir sur ce qu'a été la guerre en Syrie. Le fait est, c'est que les Américains ont trouvé des alliés pour lutter contre l'État islamique au nord de la Syrie, en l'occurrence les Kurdes. Ces Kurdes de Syrie, je rappelle, les Kurdes sont répartis donc entre la Syrie, l'Irak et la Turquie. En Irak, ils ont le bénéfice, on va dire, d'une région autonome qui s'appelle d'ailleurs le Kurdistan, je crois, si je ne me trompe pas, hein, géographie me fait un petit peu défaut. Vous avez également une reconnaissance, plus ou moins, de la communauté kurde par le régime de Bachar el-Assad dans le nord-ouest de la Syrie. Et puis vous avez évidemment les Kurdes de Turquie. Alors eux, par contre, ils sont carrément considérés comme des citoyens de seconde zone. Et d'ailleurs, même si à la limite ils pouvaient dégager de Turquie, ça arrangerait certainement les nationalistes turcs. Donc on s'est servi d'eux, et puis une fois que l'État islamique a été plus ou moins anéanti, même s'il y a encore quelques poches, eh bien les Kurdes, ils attendaient quand même quelque chose en retour. C'est-à-dire, attendez, on s'est battu quand même pour vous, vous nous avez aidés, armés, etc. Ce qui n'a pas été sans conséquence d'ailleurs sur la position de Erdogan vis-à-vis de ses relations avec l'Occident, puisque lui, il a dit, attendez, vous êtes en train d'armer des gens qui, une fois que la guerre en Syrie sera terminée, ils vont se retourner contre moi. Donc ce qui a provoqué son retournement de veste vis-à-vis de l'Occident d'une manière générale. Et d'ailleurs, toutes ces provocations qui en ont suivi. La Turquie a donc attaqué le nord de la Syrie. On a fait un petit peu genre oh putain, mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi, oh, c'est pas bien, etc. Alors que les Occidentaux le savaient pertinemment, qu'ils n'allaient pas laisser les Kurdes de Syrie armés, structurés en armée, et prendre le risque qu'à tôt ou tard, ils finissent par franchir la frontière pour aller se battre dans le sud-est de la Turquie pour libérer un territoire qu'ils considèrent être le leur. Et du coup, qu'est-ce que les Américains ont fait? Les Américains, eux, ils ont dit « Ah, c'est pas notre problème ». Donc, trahison complète, c'est-à-dire que les Américains ont complètement lâché les Kurdes. Mais alors, double peine. Double peine, pourquoi? Tout simplement parce que les Kurdes se sont rabattus sur Bachar el-Assad, Bachar el-Assad ayant un allié qui s'appelle la Russie, et la Russie, qui reste quand même néanmoins dans cette volonté de vouloir garder des bonnes relations avec la Turquie, s'est rapprochée de la Turquie, et ils ont réussi à trouver quand même un compromis, c'est tout simplement de déterminer une zone dans laquelle les Kurdes n'auront plus le droit d'être au nord-ouest de la Syrie. Je vais y arriver. Donc c'est la double peine, parce que finalement, sur un territoire que les Kurdes syriens considéraient comme un peu le leur, finalement, ils sont en train de le perdre, tout simplement pour le trouver dans l'intérêt, on va dire, de cet accord trouvé entre la Russie et la Turquie, où Bachar el-Assad, lui, évidemment, suit le mouvement. Bon, certainement que la Syrie va accepter que les Kurdes restent en Syrie, mais finalement, là, les Kurdes n'auront plus du tout de reconnaissance, n'auront plus de statut, n'auront plus de terre plus ou moins autonome, on va dire. C'est-à-dire que finalement, les Kurdes se retrouvent sans terre. Il ne reste plus que les Kurdes d'Irak, hein, pour ainsi dire. Voilà rapidement la situation. Alors pourquoi je dis que c'est un problème qui a été passé, présent et qui sera toujours futur? Tout simplement parce que les Kurdes sont représentatifs d'un des problèmes qu'il y a dans ce monde, c'est-à-dire que les Kurdes ne sont pas les seuls. Ne sont pas les seuls à se retrouver dans cette situation. C'est-à-dire qu'il existe des communautés, des ethnies, des peuplades, souvent assimilées avec des cultures, avec des religions, qui sont des mouvances dissidentes, culturelles
ou religieuses, etc. On a l'exemple, par exemple, avec les Rogayas de Birmanie, ou encore on a aussi les Mours de Chine, hein, qui sont des musulmans chinois. Ces peuples-là de là, finalement, eh bien, sont une sorte de culture, une sorte d'ethnie, oui, de tribu, de peuple, qui pourrait légitimer, de par une structure, de par une culture, de par une histoire aussi, d'avoir leur terre, d'avoir leur État, d'avoir leur souveraineté. Mais tout simplement parce que leurs terres ont été intégrées par le dessin de frontières, par le passé et par l'histoire, eh bien, n'auront quasiment jamais l'espoir de pouvoir trouver leur nation. C'est un peu la même chose qui se passe d'ailleurs en Afrique. Hein. Souvenez-vous les peuples nomades du désert aujourd'hui, les Touaregs, par exemple. Hein. Les Touaregs, eux, ont une culture, sont un peuple à part entière, mais ils n'auront peut-être jamais de pays, n'auront jamais de terre à eux, puisque leurs terres ancestrales sont séparées entre, je crois, l'Algérie, la Libye, l'Égypte un petit peu, je crois, il y a un peu aussi du Maroc. Enfin, c'est toute la zone hein, du Sahara, géographiquement parlant. Donc il existe comme ça une multitude de peuplades qui aujourd'hui sont dans la revendication aussi, d'avoir ce droit de posséder une terre, d'avoir le droit de gérer leurs intérêts au même titre que tous les autres peuples souverains. On a un exemple plus proche de nous, qui a été évidemment l'ex-Yougoslavie. La Yougoslavie est une terre qui a été construite sur des terres ancestrales de peuples qu'on appelle les Serbes, qu'on appelle les Croates, qu'on appelle les Bosniaques. Il y a aussi les Kosovars, avec tout un métissage finalement qui s'est fait pendant presque 70 ans entre chrétiens orthodoxes, musulmans. Et ce qui a donné d'ailleurs le résultat après, c'est que finalement, quand la Yougoslavie a fini par éclater, il y a certaines terres que chacun revendiquait comme étant siennes. Et c'est ce qui a fait d'ailleurs le problème de cette guerre qu'on appelle la guerre d'ex-Yougoslavie. Vous avez les mêmes problèmes en Ukraine, par exemple. En Ukraine, aujourd'hui, vous avez les Ukrainiens, mais par le joug de l'Empire soviétique, vous avez eu l'intégration de russophones. Et ces russophones se sont souvent mixés avec des Ukrainiens. Et vous avez des Ukrainiens, ce qu'on appelle les Ukrainiens russophobes, qui ont exactement la même légitimité, le même droit de vivre sur cette terre qu'est l'Ukraine. Sauf que avec les différentes révolutions, et surtout la révolution de Maïdan, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un intérêt à faire une sorte de partenariat, une sorte de complicité, on va dire, avec les mouvements nationalistes qui, eux, détestent les Russes. Et ont lancé, évidemment, tout ce qui a été, par la suite, le conflit d'une sorte de guerre civile, hein, disons-le carrément, et qui, aujourd'hui, n'est toujours pas résolu, puisque vous avez toute la partie Est qu'on appelle le Donbass, qui est toujours en sécession. Résultat aussi, conséquence de cette guerre, c'est la Crimée. La Crimée qui est majoritairement russophone, eh bien, un jour a décidé de faire un référendum pour savoir si elle voulait être rattachée à la Russie ou non. Je rappelle que la communauté internationale, et plus particulièrement les Occidentaux, n'ont toujours pas reconnu cette annexion de la Crimée à la Russie. Et ça reste toujours d'ailleurs un sujet sensible dans les relations entre les États-Unis, l'Union européenne et la Russie. Donc, voilà, le problème des Kurdes, c'est un peu le problème de tous ces peuples que l'on a à travers le monde et qui ont une culture à part entière, qui ont une histoire à part entière, mais qui, malheureusement, par les affres de l'histoire, par les supériorités de certaines nations ou de certaines autres cultures, eh bien, ont perdu leurs terres, ont perdu leur territoire, et on essaye désespérément de préserver finalement leur identité. Alors, il faut savoir que dans beaucoup de pays, on ne peut pas imaginer le nombre de ces communautés qui existent et qui demain peuvent très bien légitimer leur volonté d'avoir leur terre, d'avoir leur souveraineté, d'avoir leur indépendance. Le cas de la Chine, par exemple, il faut savoir qu'en Chine, vous avez quand même un peu plus de 200 communautés différentes. Donc vous imaginez s'il y avait un système démocratique comme on a en France, aux États-Unis, etc.,
il ne se passe pas 6 mois avant que la Chine finisse par éclater, parce qu'évidemment, dans un processus démocratique, un certain nombre de communautés qui peuvent avoir des appuis extérieurs, même des fois, eh bien, peuvent légitimer de dire eh ben nous, la Chine, on n'en veut plus, nous, on veut notre indépendance. Et pour cause, et un exemple plus flagrant, le Tibet. Le Tibet, vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, c'est pas normal que la Chine a envahi le Tibet, c'est un État souverain, etc. La raison de la Chine d'avoir envahi le Tibet, c'est que le Tibet était un pays, enfin une contrée qui fonctionnait encore avec un système féodal. Alors, je ne vais pas résumer ce que c'est qu'un système féodal, mais finalement, la Chine a peut-être aidé le Tibet à se moderniser, tant sur le plan social, sur le plan économique. L'inconvénient, c'est qu'évidemment, ce sont les Chinois qui se mettent une priorité sur les intérêts, sur certains aspects politiques et sociaux. Par exemple, au niveau de l'emploi, au niveau du travail, c'est très souvent des Chinois qui remplacent les Tibétains. Alors, ça aussi, c'est aussi un des phénomènes qui est très très significatif ici aux États-Unis, c'est à un moment donné tout simplement faire disparaître ces communautés et les faire disparaître tout simplement soit par le processus d'assimilation, c'est-à-dire pousser les gens de ces communautés finalement à abandonner leur culture, à abandonner leurs ancêtres, etc., pour s'intégrer à la société moderne, à la société occidentale, et finalement, petit à petit, eh bien, ces peuplades, je dirais les savoirs, les cultures, la langue ne se transmet quasiment plus et finit par disparaître. C'est ce qu'aux États-Unis est en cours, et toujours en cours actuellement, et toujours d'actualité actuellement, avec les natives. Plus on avance dans le temps, plus la proportion de natives d'origine et affiliés à des communautés natives, eh bien, tend à s'amoindrir et peut-être finira par disparaître tôt ou tard. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs en histoire le phénomène d'assimilation, c'est-à-dire la disparition de civilisations par l'assimilation. Je rappelle que dans toute l'histoire de l'humanité, il y a un certain nombre de civilisations qui ont disparu par ces deux phénomènes. C'est soit l'assimilation ou soit la destruction, plus communément appelé le génocide. Aujourd'hui, évidemment, le génocide, c'est très mal vu, même si c'est des choses qui se pratiquent encore dans certains pays où les pouvoirs sont très forts et très contestables d'ailleurs. Mais on en oublie très souvent d'ailleurs de parler aussi de ce processus d'assimilation qui fait que ça permet à terme de faire disparaître non seulement les processus ou les volontés ou les ambitions d'autonomie ou d'indépendance, et puis finalement ces populations finissent par s'assimiler à une société qui est celle de l'autre, etc. Vous avez un autre exemple qui est très flagrant, et d'ailleurs j'ai eu cette expérience. Vous avez le Kazakhstan, par exemple. Le Kazakhstan, c'est un pays où il existe des gens qui, même morphologiquement, on le voit, ce sont des Mongols. Ce sont des gens issus des peuplades mongoles. Alors les peuplades mongoles, elles existent encore. Il y en a en Russie, il y en a en Chine. Mais ce qui est formidable, c'est qu'au Kazakhstan, si vous rencontrez un Kazakh qui a le faciès vraiment atypique et une morphologie très significative du peuple mongol, ne lui dites jamais qu'il est mongol. Parce que dans ce pays, eh bien, tous les gens sont des Kazakhs. Ils sont Kazakhs, musulmans, puisque c'est la religion dominante, mais c'est une pratique religieuse assez modérée dans ce sens-là, puisque c'est un pouvoir autoritaire qui était géré par Nur-Sultan, mais qui récemment a décidé de quitter le pouvoir, et je ne sais plus qui a actuellement pris la succession. Mais c'est un pouvoir fort qui a su maintenir une pression, qui a su maintenir le peuple sous cette idée qu'il n'y a pas de différence entre différentes ethnies ou différentes tribus. Tous, sans exception, sont des citoyens kazakhs. Et ça, avec les générations, eh bien, ça a été acquis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est issu très clairement d'une peuplade d'origine mongole, eh bien, ne se considère plus comme mongol, il se considère comme kazakh. Et c'est également le cas ici aux États-Unis. Aux États-Unis, j'ai rencontré des jeunes Américains qui, morphologiquement, ont parfaitement les traits de natifs. Mais ils ne se considèrent plus comme natifs, ils se considèrent comme Américains
Point. Ils ne veulent plus avoir aucune relation, aucun lien avec les natifs parce qu'ils estiment qu'ils n'ont jamais été éduqués dans cette culture. Ils ne connaissent pas les langues, ils n'y connaissent rien. Donc, à partir du moment où ils sont complètement déstructurés, complètement vidés de tout lien culturel avec leurs origines, l'origine de leurs ancêtres, eh bien, ils s'assimilent par défaut à la société américaine et se considèrent comme américains. Même si, évidemment, morphologiquement, ils ne font pas illusion en tant qu'Américains qui sont issus forcément de peuplades natives. Donc voilà, c'est c'est une réflexion, c'est une vue d'ensemble qu'il faut avoir pour essayer de comprendre les problèmes. Et pour revenir aux Kurdes, il faut savoir qu'il y a les Peshmerga, qui, au niveau des Occidentaux, il y a un aspect politique aussi qui rentre en ligne de compte, c'est que malheureusement les Peshmerga ont, à un moment donné, dans leur lutte contre l'État islamique, envahi, enfin pris possession de terres qui appartiennent à des Syriens chrétiens. Ils les ont désarmés et leur ont promis d'assurer leur protection. Sauf que quand l'État islamique a commencé à déplacer la ligne de front plus en avant, eh bien ces Peshmerga se sont tout simplement barrés. Et ils ont laissé les chrétiens syriens, alors certains ont fui, d'autres se sont fait massacrer, etc. Et ça, si vous voulez, au niveau idéologique et au niveau politique, la communauté chrétienne européenne est comme la communauté chrétienne orthodoxe, qui elle est beaucoup plus sensible à ça, eh bien en veulent à ces Peshmerga qui malheureusement ont peut-être pas du tout assuré sur ce point-là, et c'est peut-être aussi un des arguments, je dis bien un des arguments qui est rentré en ligne de compte pour avoir cette décision, cet accord pris entre la Turquie et la Russie, pardon, par les États-Unis. Et donc voilà, c'est toujours des choses qui sont très complexes, qui sont très méconnues, souvent parce qu'on ne s'intéresse pas franchement aux histoires internes, culturelles, ethniques de certains pays. Je rappelle très souvent, il y a beaucoup de gens qui critiquent le régime autoritaire chinois. Moi, souvent, je leur explique, je dis, vous savez, le problème en Chine, c'est comme le problème qui existe dans un certain nombre de pays, c'est que s'il n'y a pas ce pouvoir fort, s'il n'y a pas ce pouvoir qui essaie de maintenir les choses, alors après, la méthodologie, on peut en effet en débattre. Hein, les méthodes, surtout concernant la liberté d'expression, etc. Mais c'est pareil, la liberté d'expression, ça implique de donner la voix à des gens pour légitimer, revendiquer des reconnaissances, des particularismes au niveau de certaines communautés, et que donc un pays qui est constitué d'un certain nombre d'ethnies différentes, de cultures différentes, eh bien, si vous n'avez pas un pouvoir fort pour mettre le point sur la table en disant non, vous êtes avant tout des Chinois, au bout d'un moment, ça peut déstabiliser un pays complet. D'autant plus, et je terminerai là-dessus, que nous autres Français, nous n'avons pas une vision relativement objective par rapport à ça. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous naissiez breton, normand, du Nord, savoyard, ou même basque, vous êtes avant tout citoyen français. C'est-à-dire qu'on ne vous différencie pas de par votre culture. On respecte et on préserve le régionalisme et les cultures régionales, mais vous êtes, en matière de statut, vous êtes avant tout des Français. Ce qui n'est pas le cas dans certains de nos voisins européens, puisque regardez en Belgique, vous avez les Wallons et les Flamands. En Suisse, vous avez les Romans et les germanophones. Vous avez, à la rigueur, peut-être l'Italie, en effet, qui a à peu près le même modèle français, mais ça, je pense qu'à mon avis, on peut remercier Napoléon. Ou l'Espagne, hein, regardez ce qui se passe avec la Catalogne. Hein, à partir du moment où, en 1978, la Constitution espagnole a déterminé que l'Espagne devait être gérée par un système décentralisé, eh bien, on a donné une forme d'autonomie à certaines régions et donc cultivé
la différence, donner une reconnaissance culturelle, aussi bien aux Catalans qu'aux Andalous, qu'aux Basques, aussi espagnols. Donc on a des exemples autour de la France de gestion qui ne sont pas forcément très faciles. Et je terminerai par la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne aussi. Si vous allez dans le pays de Galles, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de Gallois qui se plaignent que finalement l'économie est tenue d'une manière générale par les Anglais. Que ce ne sont très très peu des Gallois, des vrais Gallois, qui sont à la tête des administrations, qui sont à la tête de la structure même sociale et économique du pays. Ne parlons même pas des Irlandais, puisque l'Irlande du Nord aujourd'hui est le sujet le plus sensible concernant le Brexit. Le Brexit d'ailleurs, euh, lui aussi, est un peu la conséquence de cette volonté de reconnaissance en matière de culture, en matière d'histoire, en matière de territoire, puisque le Royaume-Uni est par définition un royaume avec différents royaumes qui sont constitués en union. Et de ce fait, oui, avec tous les problèmes que cela implique aujourd'hui, du fait d'une crise évidemment sociale, économique, politique, idéologique et évidemment aussi religieuse. Donc voilà, c'était une petite vidéo juste pour remettre un petit peu les choses au clair sur la complexité qu'il y a dans certaines régions du monde et qu'il n'est pas simple de se contenter simplement de ce que les médias vous disent, que ceci c'est les bons, ceci c'est les méchants. Il n'y a pas véritablement de bons ou de méchants. Il y a des contextes, il y a des situations qui expliquent parfois les choix, les décisions. Alors après, évidemment, il est inacceptable d'en arriver à des extrêmes, puisqu'on a des vidéos actuellement qui circulent sur justement cette intervention de la force turque, alors qui n'est pas franchement l'armée turque en proprement dit. Apparemment, ce sont en fait des anciens djihadistes, et particulièrement apparemment des combattants d'Al-Qaïda, et qui montrent des vidéos, c'est de la barbarie, voilà, c'est des têtes coupées, des machins, etc. Donc voilà, c'est encore une fois de plus, on est dans l'instrumentalisation d'individus dont on se passerait bien, mais que malheureusement, pour éviter derrière les conséquences politiques, eh bien, on préfère plutôt instrumentaliser des gens ou faire de la récupération, de l'utilisation, ce qu'ont fait d'ailleurs les Occidentaux avec Al-Qaïda, qu'on a montré du doigt comme étant le diable, mais pendant la guerre de Syrie, on était bien content quand même d'en trouver pour lutter contre l'État islamique. Enfin bon, voilà, c'est une autre histoire, peut-être qui fera l'objet d'une autre vidéo, mais d'ici là, portez-vous bien.